Alors, j'avoue, c'est... Ouais, suivez-moi. Bonjour Marius. Bonjour. Vous allez subir une opération aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez? Alors, c'est mon aorte abdominale qui a une hernie assez importante, même très importante maintenant. Il faut absolument intervenir. Alors, pour intervenir, ils ont commandé, je dis une pièce parce que je ne sais pas le nom en Australie. Et cette pièce va aller se mettre, et c'est ce qu'ils vont me faire maintenant, se mettre à l'intérieur de cette hernie. Ben écoutez, c'est une opération que nous allons suivre dans un instant avec vous. Et puis aussi, on va vous retrouver ce soir, quand vous serez réveillé après l'opération, pour voir comment vous allez. On va vous laisser entrer au bloc. Vous me suivez? Merci beaucoup. Merci. 1969-2019, l'hôpital Louis Pradel de Lyon fête ses 50 ans. Bienvenue dans Dimanche en politique. Toute cette émission, nous allons vous présenter cet hôpital cardio, comme on l'appelle, toutes les évolutions qui, au fil des années, ont fait de cet établissement de santé un hôpital référent et dans de nombreux domaines. Nous sommes ici, par exemple, dans la salle de réveil toute neuve qui reçoit les patients après opération. On va vous donner quelques chiffres pour commencer. Sachez que tous les ans, l'hôpital cardio reçoit 100 000 patients grâce à près de 400 lits et 1100 personnels de santé. Sachez également que son bloc opératoire comporte 10 salles, dont une particulièrement innovante que nous allons vous présenter tout de suite, juste le temps de se changer. Très saillant, mais c'est obligatoire. Et on va rentrer maintenant dans une salle de chirurgie endovasculaire hybride. Elle est assez unique en France, notamment par sa taille, parce qu'elle permet à plusieurs équipes de chirurgiens de travailler de concert. On va en parler avec le professeur Millon. Le professeur Millon, il est juste en train d'opérer Marius. Marius, c'est lui qu'on a trouvé tout à l'heure avant son entrée au bloc. Quel est l'intérêt, professeur, de cette salle endovasculaire hybride? L'intérêt, c'est de faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire des procédures endovasculaires complexes qui nécessitent donc un système robotisé, de la fusion d'images pour être extrêmement précis. Mais l'intérêt, c'est aussi d'avoir une salle qui nous permette de faire de la chirurgie ouverte conventionnelle. En même temps? En même temps. Donc ça nous permet maintenant de compiler toutes nos technicités et de faire des opérations avec des chirurgiens cardiaques, avec des cardiologues, avec des rythmologues, et avec tout un tas de spécialités qui avant travaillaient chacun dans sa salle, les uns en radiologie, d'autres en chirurgie, etc. Et maintenant, grâce à cette salle en particulier, on peut faire des interventions qu'on ne faisait pas avant. Tout en un. Tout en un temps. Est-ce qu'on n'a pas eu besoin de ça pour Marius? Pour Marius, qui vient d'être opéré, c'était surtout important pour l'image en direct, en fait. Alors pour Marius, vous avez vu, on est passé juste par des petites incisions au niveau des plis fémoraux. Donc là, on n'avait pas besoin de cette ambiance chirurgicale complète. Voilà. Mais pour d'autres opérations qu'on fait régulièrement, on a besoin de faire des pontages dans le même temps. On a besoin d'ouvrir le sternum, le thorax, d'arrêter le cœur parfois, etc. Et du coup, cette ambiance-là est indispensable pour faire évoluer nos techniques et apporter des services plus performants aux patients. Mais pour Marius, en fin de compte, c'était vraiment juste avoir l'imagerie en direct. On va voir ça. Voilà, donc là, on va monter la prothèse. Là, je suis en train d'aligner mes anneaux. Voilà, vous voyez, mes anneaux rouges, verts, violets et bleus, là, pour les mettre pile en face des artères concernées. C'est nickel, il n'y a pas de fuite. On voit les deux rénales qui s'injectent bien. L'artère mésenterique supérieure qui s'injecte bien. Le tronc cœliaque avec l'hépatique ischémique qui s'injecte bien. Et on ne voit plus l'anévrisme. Voilà, la grosse boule là, les deux boules, on voit. Ok. Donc là, vous le voyez, on est vraiment dans le top de la modernité, mais l'hôpital Louis Pradel est également une référence en termes de transplantation cardiaque. Et ça fait un moment que ça dure. Alors pour s'en faire une petite idée, on va vous offrir une compilation de reportages d'archives de 1969 à 73. Regardez. Monsieur Albou, l'hôpital cardiologique est ouvert depuis le 15 octobre et aujourd'hui ce sont les services de chirurgie que l'on a ouverts car évidemment un hôpital cela ne s'ouvre pas d'un seul coup. Dès aujourd'hui il y a eu des opérations. Il y a des opérations depuis quelques jours déjà, mais par mesure de sécurité nous n'avons fait qu'entrebâiller les portes de l'établissement.
Il était 10 heures lorsque le Premier ministre a descendu du Mystère 20 du Glam. Accueilli et salué par le préfet de région, M. Max Moulin, et par les ministres, M. Boulin, Fontanet et Antonios, M. Chaban-Delmas est monté immédiatement en voiture pour gagner l'hôpital cardiovasculaire et pneumologique qu'il devait inaugurer un quart d'heure plus tard. Le Premier ministre s'est intéressé aux équipements, bien sûr, mais également aux malades. Il a même rencontré là 2 de ses anciens coéquipiers de rugby. Le deuxième point était également de faire le bilan des acquisitions au cours de l'année écoulée depuis ce même cours qui avait eu lieu l'année dernière sur l'amélioration des procédés de transplantation, non pas au point de vue de la technique chirurgicale, car celle-ci semble acquise une fois pour toutes, mais des problèmes immunologiques et surtout des problèmes de conservation d'organes pour faciliter la transplantation à partir de cœurs conservés. État satisfaisant pour l'opéré du cœur, disait-on ce matin au cardiologique de Lyon, mais le receveur, une femme de 53 ans, a déjà subi 2 interventions cardiaques réalisées par le professeur Marion, qui n'avait plus dès lors qu'un seul recours, la transplantation. Cela est fait depuis 48 heures grâce au don de la jeune Catherine, mais l'opéré présente quelques troubles circulatoires qui font que les praticiens réservent leur diagnostic, se refusant à publier le moindre bulletin de santé. En fait, c'est exactement comme si l'on avait placé un moteur récent sur une voiture ancienne. Professeur Obadia, bonjour. On vient de voir une des premières transplantations cardiaques qui a été faite ici, c'était il y a une 50aine d'années. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est presque une opération de routine? Ah oui, tout à fait. On réalise, je pense, une 60aine de transplantations d'organes thoraciques dans cette institution. Donc, alors en plus, il y a des aléas d'une semaine sur l'autre. La semaine dernière, nous avons fait 2 greffes, nous en faisons une aujourd'hui. Vous voyez que par moments, ça se bouscule un petit peu. Oui, ce sont des choses qui se décident vraiment au dernier moment. On vous appelle, on vous dit, il y a un cœur qui est disponible, on arrive, vous appelez le patient. Voilà, et on coud presque de la même façon que Georges Dureau et Marion dans le reportage que vous avez montré. C'est-à-dire que la technique chirurgicale elle-même a très peu évolué. Ce qui a le plus changé, ce sont les indications. C'est-à-dire que les malades aujourd'hui sont beaucoup plus graves, et ça, c'est la conséquence des traitements médicaux qui sont de plus en plus efficaces. Pour éviter justement... Oui, et donc les malades qui sont en insuffisance cardiaque, de plus en plus sont améliorés, stabilisés longtemps avant que la transplantation devienne le dernier recours. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. La semaine dernière, donc c'est dans cette salle-là que vous avez pratiqué une des greffes, dont vous avez filmé, qu'on va pouvoir montrer sur le petit écran qui est là-bas, parce que c'est quand même assez sanguinolent. C'est compliqué quand même de faire ces greffes-là? Oh, la transplantation cardiaque en elle-même est un geste plutôt simple. C'est même plutôt plus simple que des réparations complexes qu'on doit faire ou des revascularisations délicates. La revascularisation, c'est quand on recoue les tuyaux. Hein. Voilà, voilà. Donc non, la transplantation, bien sûr, ça nécessite une certaine technicité, mais on en fait maintenant de manière tellement routinière que c'est devenu un geste qui, techniquement, est très fiable, avec très peu de complications liées au geste. Alors après, il y a toute la gestion de l'immunosuppression, et la conséquence de ce que je vous disais précédemment, c'est que si les malades sont repoussés jusqu'à ce que l'indication devienne indispensable, en revanche, quand ils arrivent à l'indication de transplantation, ce sont des malades plus graves, plus fragiles, plus sévères, et chez qui la gestion de l'immunosuppression devient difficile. Pour éviter le rejet. Pour éviter le rejet, mais pour éviter aussi les infections. Et alors tout l'environnement, et c'est là qu'on a fait beaucoup de progrès, la réanimation et la gestion des immunosuppresseurs par l'équipe de suivi de la transplantation cardiaque qui s'est étoffée. On a vraiment une équipe dédiée tout autour de cette activité, et ça fait beaucoup dans la qualité des résultats. Combien de personnes à peu près pour un patient? Pour un patient autour, il y a au moins 50 personnes qui, de près ou loin, sont impliquées dans la gestion et l'organisation d'une transplantation. Alors, sachant que l'hôpital cardio de Lyon, c'est le 2e en France en termes de transplantation adulte. En termes de transplantation adulte, oui, on est le 2e. En termes de pédiatrique, l'équipe du professeur Ninet et du professeur Roland Hennen, ils ont la première activité en France, effectivement, d'assistance chez les enfants. Oui. Justement, il se trouve qu'il y a une opération sur une cardio-pédiatrique qui est en train de se faire dans une salle à côté. On va y aller.
Professeur Hennen, bonjour. Bonjour. L'opération de ce petit garçon, il s'appelle Tom, il a 8 mois. Est-ce qu'elle s'est bien passée? Ça s'est très bien passé pour lui. Qu'est-ce qu'il avait? Lui, il avait ce qu'on appelle une tétralogie de Fallot. C'est ce qu'on appelait avant les maladies bleues. Et c'est une malformation congénitale qu'on a depuis la naissance et qu'il faut opérer à moins d'1 an de vie. Et à cœur ouvert, avec un cœur artificiel, la circulation extracorporelle, et ça s'est très bien passé, la réparation. Voilà, on a vu que c'est de la microchirurgie, on est vraiment dans l'horlogerie fine, là, parce que la taille d'un bébé de 8 mois, c'est petit, c'est la taille du poing de l'enfant, et c'est vrai que c'est très minutieux. Comme vous l'avez vu, je travaille avec des lunettes qui grossissent 4,5 fois la taille pour que les points soient le plus précis possible et qu'on ait les meilleurs résultats après la chirurgie. Alors ici à l'hôpital Louis Pradel, on est un pôle d'excellence. Hein, on a beaucoup d'opérations de ce type de malformation? Oui, en effet, on est un pôle d'excellence puisqu'il y a 8 centres en France qui pratiquent ce type de chirurgie. Nous, on draine une région très large, Rhône-Alpes et Auvergne, un bassin d'habitants de 12 millions d'habitants. Et du coup, ça nous positionne dans les 3 premiers centres français de cette chirurgie de pointe. Alors, on retrouvera ce petit homme de 8 mois tout à l'heure au service de réanimation pédiatrique. On va parler d'un autre point d'excellence ici à Louis Pradel, c'est la transplantation cardiaque. On est carrément le numéro 1. Oui, tout à fait. On est le premier centre en France. Mais pour pédiatrique, hein, pour les enfants. Oui, pour la pédiatrie, avoir mis une assistance déjà chez l'enfant. C'était en 2005 et depuis, qui dit assistance cœur artificiel dit un programme de transplantation de pointe. On en fait 6 à 8 par an, donc presque un tiers du volume de toute la France et avec des résultats qui avoisinent les 80% de survie à 10 ans, mieux que la moyenne nationale qui est de 60%. Pour les enfants, hein, pour les enfants. On parle d'enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Et plus spécifiquement les enfants de moins de 2 ans, qui est aussi une niche très particulière. Alors, on va justement parler d'une transplantation que vous avez faite il y a quelques mois, c'est sur une adolescente. Elle s'appelle Kaina, vous allez voir, c'est une enfant, elle est terrible. Une de nos équipes l'a rencontrée, regardez. Une séance de jeu en famille comme les autres, mais pourtant pas vraiment. Kaina, 13 ans et demi, vit avec le cœur d'un autre, d'une autre peut-être, mais surtout Kaina est en vie. Il donne 2 billets de 50 €. Combien le marchand lui rend-il? Passionné de maths en classe de première par enseignement à distance, un tempérament, un moral d'acier qui lui permettent de prendre la vie du bon côté. Sa vie est régentée par la maladie. Hein. C'est vrai que c'est une enfant très positive, mais elle a des horaires de lever imposés par la prise des anti-rejets. Elle doit prendre ses anti-rejets à 8 h chaque matin, de façon très assidue. C'est à l'été 2018 que la vie de Kaina bascule, cette jeune gymnaste de haut niveau en championnat de France qui s'entraîne 18 heures par semaine souffre du cœur. Subitement, ses capacités cardiaques chutent à 14%, puis 2%. Elle devra même être branchée à un cœur artificiel externe, une première en France. Une huile d'olive, super. Merci. Et une cuillère, please. Et puis arrive le jour tant attendu, le jour de la greffe. C'était le 28 février dernier. Après 6 mois d'hospitalisation, elle est enfin opérée. Mais tout n'est pas rose pour autant. L'alitement prolongé a altéré son réseau nerveux des membres inférieurs. Après la greffe, je me suis fracturé le pied. Suite à une tentative de marche, je suis tombée. Et du coup, vu que je ne sens pas mes pieds, j'ai continué à marcher sur un pied fracturé. Donc qui s'est infecté. Je suis plus fragile, mais c'est suite aux anti-rejets en fait. Donc voilà, je les aurai à vie, je serai plus fragile à vie, mais je vais apprendre à vivre avec. À la maison, en hospitalisation à domicile, Kaina a retrouvé un rythme de vie presque normal, mais d'autres opérations l'attendent. Des épisodes que l'adolescente prend avec une philosophie lumineuse. Bah, ça fait comme ça l'ordre. Ah, c'est la première fois. Ton premier lever. Je voulais pas manger, il avait insisté. Il avait insisté, puis finalement il avait réussi à te faire manger un petit peu. On ressort le côté positif de Kaina. En revoyant tout ça, elle l'exprime elle-même, elle est contente du chemin parcouru. Moi, quand je revois tout ça, ça me peine énormément. Voilà, elle revient de loin. Hôpital cardiologique Louis Pradel. C'est ici qu'a eu lieu la transplantation. Rendez-vous avec le chirurgien qui a opéré Kaina. Et maintenant, le docteur Lecomte, ton cardiopédiatre qui te suit, elle suspecte peut-être un problème de diabète. On va se battre. On va se battre avec essayer de trouver un bon équilibre entre l'efficacité du traitement et leurs effets secondaires.
Le médecin qui en profite pour alerter sur les difficultés du don d'organes chez les petits, le cœur tout particulièrement. Ce qui a un peu aidé Kaina, c'est un grand enfant. Et dans cette catégorie d'enfants de 13 ans, il y a un peu plus de donneurs. Là où on a des problèmes, c'est pour les petits-enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, où c'est difficile d'aller demander aux parents « Est-ce que vous acceptez le don d'organes ?» Une question qui préoccupe Kaina, d'autant plus qu'elle aimerait faire médecine, une voie qui l'attire depuis sa petite enfance. Kaina peut être à son tour au chevet de petits malades, le cœur et la générosité chevillés au corps. La kiné qui va passer cet après-midi, hein, ça... pour drainer un petit peu, mais c'est pas... Là, on entend, il semble un peu gêné, mais il n'est pas hyper encombré. Anthony, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmier dans ce service de réanimation pédiatrique. Oui. On a l'impression que c'est très touchy, comme on dit, une attention vraiment de tous les instants avec ces petits patients. C'est effectivement une surveillance accrue, très rapprochée, surtout en post-op immédiat, comme vous avez pu le voir avec le petit homme, où effectivement, comme derrière toute chirurgie cardiaque, on va avoir une surveillance très rapprochée de différents paramètres, les risques de saignement, etc. Plus, comme vous avez pu le voir, eh bien, gérer tout ce qui a trait à la douleur, oui. Voilà, gérer les parents aussi, vous allez voir, c'est beaucoup de relationnel avec les parents. Donc voilà, une surveillance effectivement très rapprochée et très accrue. On va justement aller voir les parents, oui. Voir un peu comment ils se sentent. Très bien. Amandine, donc on sait que l'opération s'est bien passée. C'est quelque chose qui vous inquiétait beaucoup parce que vous avez su quand qu'il fallait l'opérer, ce petit homme? Du coup, à sa naissance, quand il est né, on a appris 2 jours après, lors des examens classiques, qu'il avait un problème, une malformation au cœur, donc une tétralogie de Fallot. Et on nous a tout de suite accompagnés et dit qu'il allait devoir subir une opération avant ses 1 an. On habite Saint-Étienne, au CHU de Saint-Étienne, à l'hôpital Nord, ils sont pas capables, enfin, pas qu'ils sont pas capables, mais ils nous ont préconisé de venir le faire opérer à Lyon. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu dans ce service-là. Amandine, pour vous, c'était une grosse inquiétude. Vous êtes un peu plus rassurée que l'opération soit passée ici? Oui, émotionnellement, c'est compliqué. C'est une épreuve que j'aurais jamais cru pouvoir surmonter. Après, on a été très bien entourés et là aujourd'hui, la plus grosse étape, elle est passée. On a encore quelques inquiétudes, mais on va dire que c'est en bonne voie pour que ça soit fini pour toute sa vie. On croise les doigts. On croise les doigts. Et puis le voir avec son petit doudou, ça veut dire qu'il reprend ses petites habitudes aussi. Ça vous rassure? Allez, on va vous laisser tranquille avec lui. Merci. C'est gentil, merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce service de réanimation pédiatrique a été rénové entièrement depuis le début de l'année. Donc, il est livré comme ça, avec des choses qui sont extrêmement modernes, comme on a pu le voir. Et pour en discuter, on va retrouver le responsable de ce service, le professeur Jean-Luc Felley. Bonjour, professeur. Bonjour. Donc, effectivement, il y a combien de chambres? C'est à destination des enfants, mais pas uniquement pour l'instant. Non, c'est une unité effectivement toute neuve qui a été livrée en début d'année, de 15 lits. Donc, qui actuellement est utilisé pour les adultes et les enfants, 10 adultes et 5 enfants, mais qui a vocation d'ici 10 mois à n'accueillir que des enfants, donc à ne devenir qu'une réanimation cardiaque, pédiatrique, médico-chirurgicale. Parce que oui, pour l'instant, la réanimation adulte, elle est en travaux en fait. Absolument, elle fait partie du plan de rénovation complète de l'hôpital Louis Pradel, qui a 50 ans cette année, et la réanimation adulte est fermée en travaux. Donc on est éclaté sur plusieurs sites géographiques, dont celui-ci, donc on occupe de manière transitoire. Alors ici, donc,
on sent que c'est quand même assez ultra moderne. On a vu les personnels qui courent de partout dans les couloirs. On voit qu'il y a du monitoring de partout, notamment là, les chambres ici, on peut le voir, elles sont sous caméra 24 heures sur 24. Oui, de manière assez classique dans un service de réanimation moderne. Donc chaque chambre est équipée d'une caméra, ce qui permet donc aux infirmières et au personnel soignant de surveiller visuellement les patients, ce qui ne serait pas possible sinon puisque le service est en longueur. Et puis bien sûr, il y a la centrale qui renvoie les constantes vitales de chacun des patients hospitalisés dans le service. Oui. On a l'impression que c'est un petit peu de ruche ici. Oui, mais un service de réanimation, ça donne toujours cette impression, en fait, parce qu'effectivement, on y gère les malades les plus graves de l'hôpital et il y a de l'action. Il y en a encore combien de temps avant que ce soit complètement pédiatrique ici, vous avez dit 10 mois. 10 mois 10 mois maintenant, en septembre 2020. Eh oui, parce que en fait, l'hôpital, il est en constante rénovation depuis maintenant plusieurs années. Il y en a encore pour 2 ans avant que ce soit complètement terminé et qu'on peut dire que l'hôpital soit complètement rénové. Et on va aller faire un petit point justement sur ce qui reste encore à faire ou ce qui a été fait avec le directeur du groupement Hôpitaux Ouest. On y va. Et nous voilà au 6e étage de l'hôpital Louis Pradel, un étage, vous le voyez, qui est en plein travaux, puisque ce sont des travaux qui s'étalent depuis 2015 jusqu'en 2021, avec 77,5 millions d'euros investis, 4 tranches de travaux donc en 6 ans et 47 déménagements de services en tiroir. Déménagement de services en tiroir, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça avec le directeur des groupements. Monsieur Cazel, bonjour. Alors, déménagement à tiroir, en quelques mots, ça veut dire quoi? Une des caractéristiques de ce chantier, c'est que c'est un chantier en site occupé. On ne construit pas un hôpital neuf, on est sur des travaux dans un site existant. Donc il faut bien qu'on mette les unités quelque part pendant qu'elles sont en travaux. Et du coup, on a construit un bâtiment tiroir à l'extérieur du bâtiment Louis Pradel de 3 unités dans lesquelles on a déménagé un certain nombre d'unités. Et puis les autres tournent dans l'établissement au fur et à mesure qu'on met les unités en chantier. C'est ça que ça veut dire à tiroir. Ça veut dire ça. Une partie qui déménage pendant que l'autre est en travaux, etc. Et du coup, les unités déménagent avec un nombre de déménagements assez conséquent. Vous l'avez dit tout à l'heure, une quarantaine de déménagements, ce qui veut dire que ça mobilise beaucoup nos équipes et je souhaite vraiment les en remercier puisque elles accompagnent les patients dans ces déménagements. Elles sont amenées à arriver dans de nouveaux locaux, à découvrir de nouveaux environnements. C'est ça qui est compliqué parce que oui, justement, on ne construit pas un hôpital neuf. Voilà, on rénove ce qui existe déjà, parce qu'on sait déjà, quand on suit l'actualité, qu'à chaque fois qu'on parle des hôpitaux français publics, les personnels soignants grognent, et là, du coup, on est avec des gens qui travaillent déjà dans des conditions très compliquées. Ça ne doit pas être facile à gérer. Eh bien, figurez-vous que c'est plutôt assez simple, en fait, parce que c'est un hôpital qui n'avait pas été rénové depuis les années 70. Du coup, les professionnels voient tout à fait l'intérêt qu'il y a à arriver dans des nouveaux locaux. Et moi, c'est un chantier, et ça m'est peu arrivé au cours de ma carrière, mais c'est un chantier où il m'arrive de me faire arrêter par les professionnels quand je visite, qui me remercient des nouveaux locaux qu'on livre. Donc le sens, ils l'ont. Encore une fois, il faut bien imaginer, on était sur... L'ancien hôpital, les anciens locaux ne sont pas climatisés. Là, les professionnels arrivent dans des locaux climatisés. Je vous assure que pour eux, l'été, ça change tout. Ça fait toute la différence. Ah oui. Et ils sont contents. Ils sont contents et ils se battent pour déménager et pour aller dans les nouveaux locaux. Non, je plaisante, mais effectivement, on a quand même des conditions améliorées pour les patients, mais aussi pour les professionnels. Il y a des salles de bain dans chaque chambre, ce qui n'était pas le cas avant. On avait 2 salles de bain pour toute une unité. C'est plus intéressant pour le patient d'avoir une douche dans sa chambre, mais vous comprendrez bien que c'est aussi beaucoup plus facile pour les personnels. Merci, Monsieur Cazel. Je rappelle que vous êtes directeur du groupement des Hôpitaux Ouest, dont fait partie l'hôpital Cardio. On arrive au terme de cette émission et je vous propose qu'on retourne voir le patient que nous avons vu ce matin qui devait se faire opérer. On va voir comment il se porte. Et rebonjour Marius. Rebonjour monsieur. Alors l'opération s'est bien passée, on m'a dit? Oh,
Pour moi, c'est plus que bien. J'ai rien vu, j'ai rien tenté. Vous étiez endormi, mais on peut dire que vous êtes arrivé ce matin à 8 h. Là, il est 17 h. Vous êtes déjà bien réveillé, bien conscient. Oui. Oui, Est-ce que, oui, oui. Est-ce que vous étiez inquiet? Pas du tout. Pas du tout. Parce que vous aviez déjà eu ce type d'opération, mais différemment. Oui. Mais si je fais confiance, je n'ai plus d'inquiétude. Et vous aviez déjà eu... Si je fais pas confiance, je change. Vous aviez déjà eu une opération, on vous avait déjà ouvert, ça avait duré beaucoup plus longtemps. Hein. Ah oui, bien sûr. Comment ça s'était passé? Oui, on m'a ouvert la cage thoracique il y a 30 ans, jour pour jour. Et ça avait duré combien de temps l'hospitalisation? Oh là, c'était au moins 3 semaines. Là, au bout de 8 h, vous êtes déjà réveillé, on vous a dit quand vous alliez sortir? Non, pas encore. On m'a dit quelques jours. Oui. Ça change tout, hein? Oui, bien sûr, ça change tout. Oui. Eh bien, Marius, on va vous laisser, on va vous souhaiter un bon rétablissement, un bon séjour à l'hôpital, parce que c'est ainsi que va se terminer ce dimanche en politique. Merci de votre fidélité. On espère que cette émission vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que nous à la réaliser. Toute l'équipe qui a tourné cette émission avec moi tient à remercier chaleureusement tous les personnels des Hospices civils de Lyon et notamment de l'hôpital cardiologique pour leur accueil, nous avoir ouvert leurs portes et nous avoir aussi ouvert leur bloc opératoire. On vous souhaite une très bonne journée sur France 3. Portez-vous bien.